avant de lancer la table ronde, je voudrais que vous vous présentiez, alors en commençant par Jérôme Soulet, en 1 minute. Hein, c'est... 1 minute, ça va être très très long. 30 minutes maximum. C'est moins que Gaumont, société de production cinématographique qui fêtera ses 120 ans en 2015, plus ancienne maison de production cinématographique au monde, c'est une société française. Un catalogue de 1000 longs métrages parlants, autant en muet, des archives communes avec Pathé, qu'on appelle les archives Gaumont-Pathé, une activité vidéo qui existe depuis une quinzaine d'années, que je dirige depuis 7 ans, en plus de mes activités sur la télévision et les nouveaux médias. Voilà. D'accord. Bonjour, je m'appelle Marc Potoulek et mon job dans le cadre de cette table ronde, je fais des acquisitions de droits pour différents éditeurs indépendants, droits télé, droits DVD. Ça passe de Carlotta à Dévision en passant par les sociétés qui sont absolument pas connues, qui revendent leurs droits. Et j'ai fait acheter, par exemple, pour donner un exemple de mon activité, Épouse et concubine, Adieu ma concubine, Le Festin de Babette, Reanimator, récemment My Beautiful Laundrette. Donc je cherche à la demande des gens tel ou tel droit de film. Et après, ils les exploitent eux-mêmes ou ils les revendent. Voilà. Et puis je ferai à l'occasion des bonus également. Voilà, vous savez tout, presque. Moi, je suis Benoît Dalle, gérant de Potemkin Film. Potemkin, à la base, c'était une boutique de DVD pas loin le long du canal. Moi, je suis arrivé pour lancer une activité d'édition vidéo il y a 7-8 ans. Et depuis, on fait aussi de la distribution de films en salle et on sort aussi bien des films de répertoire que des films plus récents. Bonjour, moi je suis Philippe Rouillet, je suis critique de cinéma et de DVD. Donc à la fois à la presse écrite, Positif et Psychologie Magazine, et puis à la radio, France Culture, et puis le Cercle. Et donc je fais aussi des bonus, et je préside le jury DVD, le jury de la critique DVD, avec une attention évidemment au travail éditorial et au travail des bonus. Merci. Alors, Benoît Dalle, comment est-ce que vous définiriez le métier d'éditeur vidéo ? Par exemple, Marc fait une partie de notre travail qui est souvent internalisée, mais qui représente beaucoup de travail, et c'est une partie, par exemple, qui est assez méconnue, mais c'est la recherche des droits, en fait. C'est un vrai travail de détective. C'est un travail qui peut être très long, très compliqué, surtout quand on a des projets assez ambitieux, d'intégrale par exemple, où on veut réussir à réunir tous les films de réalisateurs, courts-métrages inclus. C'est un travail qui peut prendre plusieurs années et qui est très compliqué dans la mesure où, quand on est un petit peu extrémiste comme nous et qu'on veut absolument tous les films courts inclus, on est un peu obligé le timing est très compliqué parce que il faut qu'on réussisse à faire patienter tout le monde pour pouvoir réussir à récupérer tous nos droits en même temps et être sûr de passer à côté d'aucun film. Pour vous citer quelques exemples, c'était très compliqué sur Tarkovsky par exemple. Pourtant on avait peu d'interlocuteurs, on en avait 4, ce qui n'est pas énorme par rapport à l'ampleur du projet, ou par exemple des courts-métrages d'animation de Barry Pearce, un Anglais qui fait de l'animation en stop motion, où là c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on avait les droits européens et donc on avait 9 interlocuteurs et il fallait qu'on signe tout en même temps. S'il y avait un seul film qu'on n'avait pas, on ne faisait pas le projet. Donc qu'est-ce qu'être éditeur, voilà, je pense que ça c'est une grosse partie du travail, c'est quel film on va sortir et puis réussir à trouver les droits surtout des films qu'on veut sortir, parce que des idées on en a plein et souvent un de nos problèmes c'est de réussir à remettre la main sur ces droits et qu'il n'y ait pas de blocage sur ces droits. Vous êtes sûrement tous au courant par exemple que les films de Jean Eustache sont bloqués pour des questions d'héritage. Voilà, c'est un exemple. Donc, souvent, c'est de pouvoir les récupérer. Et ensuite, notre travail, c'est de les mettre à disposition des gens et de la meilleure manière possible. Donc, il y a une partie de restauration. Ça, je pense que Jérôme en parlera mieux que moi. Ils font un gros boulot de restauration et qui gèrent eux-mêmes. Nous, notre travail là-dessus sur les masters va plus être de trouver le meilleur master, c'est-à-dire que quand on nous fournit un master de mauvaise qualité, on va essayer d'en trouver un meilleur ailleurs, parce qu'on n'a pas les moyens en interne, une restauration coûte très cher, et on sort peu de films français, et
le seul moyen de restaurer des films avec des moyens, c'est de sortir des films français parce qu'il y a une aide à la numérisation au CNC. Et comme nous, on est beaucoup sur des films étrangers, russes, américains, ou européens mais non français, on ne peut pas prétendre à cette aide et donc on essaie de trouver des beaux masters, soit aux États-Unis, parce qu'ils sont sortis dans d'autres pays où il y a des cinémathèques, et parfois on fait des petites restaurations mais qui ne seront pas de l'ampleur, c'est plutôt des petits coups de palette graphique ou c'est des petites choses pour améliorer un petit peu le master. Donc voilà, c'est de mettre à disposition dans les meilleures conditions possibles, donc que ce soit au niveau du master, au niveau des bonus. On fait un gros travail, on fait une grosse partie de nos suppléments nous-mêmes en fait. On a acheté du matériel et on le fait nous-mêmes. Et puis voilà, bon, après il y a tout là évidemment, il y a aussi la partie. Quand vous acquérez des droits, je prends Tarkovsky, vous acquérez l'exclusivité. Par exemple, si vous faites un coffret, est-ce que vous pourriez dire, nous on a l'ensemble, mais il y a un autre éditeur qui vend à l'unité tel film? Ouais, voilà, donc sur Tarkovsky, la plupart des films, on les a achetés à Mosfilm, qui est le studio qui a produit tous les films russes jusqu'à la fin des années 70. Après, on a acheté des films à un studio un peu plus petit qui s'appelle Lenfilm, qui était un peu l'équivalent de Mosfilm, mais à Saint-Pétersbourg. Mosfilm étant à Moscou. Et après, on a dû, en effet, pour 2 films, Le Sacrifice, donc le dernier film de Tarkovsky, et Nostalgia, les acheter à des éditeurs français, parce qu'on voulait absolument proposer tous les films dans notre coffret. Donc là, on a trouvé un accord. On a trouvé un accord avec Arte et un accord avec une autre société. Donc ils continuent de leur côté à le commercialiser sur ces films ou... Exactement, donc eux continuent sur ces 2 films-là à les vendre seuls. C'est un petit peu un moyen simple pour nous de pouvoir proposer ces films dans notre coffret en proposant aussi 5 films, en étant les seuls à proposer les 5 autres films. Parce qu'aller dire à un éditeur qui a déjà son DVD dans le commerce qu'il faut qu'il le retire pour nous, enfin là on rentrerait dans des considérations, ce serait un peu plus compliqué. Et d'ailleurs Jérôme peut en témoigner, on va sûrement travailler ensemble sur le coffret Herzog parce qu'on aimerait inclure Nosferatu, dont Gaumont a les droits, dans notre volume 2. Ouais. Alors quand vous dites c'est nous-mêmes qui faisons les bonus, vous avez une spécificité de vos bonus, c'est-à-dire vous trouvez une personne qui a la notoriété ou qui est reconnue comme pouvant parler de l'auteur et qu'on interviewe purement et simplement, ou vous avez d'autres formes de bonus? On fait beaucoup de choses, ça peut être avec des critiques, donc on essaie de trouver des critiques qui, voilà, évidemment, qui aiment les réalisateurs qu'on édite, ça peut être des historiens, ça peut être des spécialistes de la Chine par exemple, quand on a sorti Touch of Sin, le Jason Ke, ça peut être des acteurs, parfois on se déplace, on avait été voir par exemple Jenny Agutter, actrice de Walkabout, on avait été la voir en Angleterre pour tourner une interview avec elle, on avait fait un très bel entretien avec Théo Angelopoulos à Uzès. L'interview a été menée par Michel Simon, donc là c'est des bonus qui sont assez compliqués à mettre en place parce que donc Michel Simon est descendu exprès pour nous à Uzès. Il faut bloquer, enfin c'est un entretien fleuve d'1h30, donc on avait bloqué une demi-journée pour le faire. Donc on fait plein de suppléments assez différents. Après, des bonus qu'on aime beaucoup aussi, c'est les courts-métrages en fait. Avoir les premiers films des réalisateurs, ça c'est très intéressant. Ça peut être des documentaires qui ont été faits sur le sujet, parfois c'est tout simplement des films qu'on achète, des documentaires. Parfois même, ça peut être, si on sort ça peut être un film d'études aussi, un film d'études d'un réalisateur. La palette des possibilités sur les suppléments, c'est assez énorme. Donc on est totalement libre et ce qui est bien, c'est qu'on est assez autonome. En interne, on a des réalisateurs, des monteurs dans l'équipe. Vous estimez que sur votre créneau, vous avez des concurrents ou c'est tellement spécifique que vous avez des concurrents? Oui, on a des concurrents, oui. Après, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. On a des lignes qui sont un petit peu différentes, mais parmi les éditeurs qui font du bon boulot, il y en a pas mal. Il y a Carlotta, évidemment, il y a Montparnasse,
Il y a Gaumont aussi, évidemment, Gaumont, Pathé, Whiteside. Je trouve qu'on fait un travail assez identique. Après, on a tous des lignes que je trouve quand même différentes. Carlotta sur les classiques américains, Whiteside, ils ont été beaucoup sur les films asiatiques. Voilà, Montparnasse beaucoup sur du documentaire, ils avaient leur collection RKO, malheureusement c'est terminé, mais on a quand même, je trouve, il y a quand même des axes qui se détachent. Nous là-dedans, finalement, on est peut-être un peu ceux qui allons peut-être chercher un peu partout. Au début, quand on me demandait quelle était notre ligne, je disais c'était la photo, quoi. C'est-à-dire que des films avec une photo vraiment incroyable. Au début, on était sur Angelopoulos, Tarkovsky, Sokourov, sur des réalisateurs avec une photo comme ça, vraiment très très belle. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur. On a été vers d'autres horizons, Éric Romer, ou même Jacques Rosier, où la mise en scène est évidemment très belle, mais c'est différent. On est un petit peu ailleurs, donc on est un peu sur des coups de cœur comme ça. Mais la concurrence est plutôt saine et positive. D'accord. Alors, Jérôme, vous, Gaumont, vous avez dit pratiquement 1000 films parlants, autant de muets. Vous éditez essentiellement des films Gaumont ou vous éditez d'autres films que les films Gaumont? La première chose, c'est quand on a un catalogue, il faut qu'on l'exploite. Oui, c'est la moindre des choses. Et quand on a la chance d'avoir un catalogue qui comprend de Fanny Alexandre à des Janson, à des Decoing, à des Duvivier. Voilà, je vais juste revenir sur ce que disait Benoît. C'est important que différentes maisons éditent des films de répertoire. Et ça, je vais le redire une fois parce que le cinéma de répertoire est un marché d'offres plus que de demande. C'est l'offre. Je me rappelle très bien lorsque on a créé une des collections que Bertrand Tavernier appelle affectueusement la petite collection rouge, qui sont des films non restaurés, dans le meilleur état, dont on dispose, on cherche la meilleure source, etc. Sans bonus, je tiens à le préciser, et je l'avais dit très clairement, je l'ai dit, le but, c'est que ces films qui sont invisibles, pour les 3/4 inédits en DVD, pour certains qui ont existé en VHS, et il faut voir dans quelle qualité, voilà, il y a, dedans, vous y trouverez du Lady Paname avec Suzy Delair, vous y trouverez la première réédition de l'Assassin Victo 21 avant qu'on le restaure. Voilà, et les gens me disaient, mais Jérôme, c'est scandaleux de Gaumont de sortir des films non restaurés. Je dis, attendez, j'ai 900 films de répertoire, j'ai 650 films avant 1970. S'il faut que je les restaure tous avant de les sortir en DVD, je veux dire, c'est pas moi qui le ferai, ce sera mon successeur, s'il existe encore des vidéos. Combien vous les vendiez On était sur un prix public à 13 €. Relativement raisonnable, voilà. Puis ça a permis de faire des belles restaurations derrière. Voilà, et alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que un certain nombre de programmateurs, directeurs d'antenne dans des chaînes de télévision, qu'elles soient payantes ou gratuites, ont redécouvert ces films-là. Ils ont dit « Ah, c'est quand même copie un peu dégueulasse. » Oui, je sais. Mais si on la restaure, je serais intéressé pour vous l'acheter. Et à partir de ce moment-là, le bon exemple, c'est l'Assassin Victo 21, où on a une catastrophe au niveau des négatifs. Ça a été un assemblage entre négatifs, interpositifs, marron, enfin voilà, un truc pas raisonnable du tout en termes économiques. Mais on a une chaîne de télévision qui, on va être très clair, qui nous a mis 70 000 € sur la table pour acheter les droits de diffusion à la télé. À partir de ce moment-là, vous regardez vos ventes à l'international, vous faites un petit calcul et vous dites, bon, c'est parce qu'on est une grosse maison, je l'entends bien, mais c'est parce que ce directeur d'antenne l'avait reçu, il s'est dit, c'est vrai, l'Assassin Victo 21, il n'a jamais été programmé sur notre chaîne. C'est un film assez symptomatique, voilà. Donc, que chacun édite de différentes manières. Moi, j'ai pas peur de dire qu'il y a des moments, je préfère éditer dans la meilleure source disponible, même non restaurée, même sans bonus, pour pouvoir d'abord redonner de la visibilité à l'œuvre, ne serait-ce que par respect, non pas pour les ayants droit, si en même temps, mais pour les auteurs. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous remettez dans une certaine actualité, dans un certain réseau de distribution, naturellement, un film sous la lumière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est important que des maisons
comme celle de Benoît, se lance dans des intégrales. Je veux dire, moi, c'est compliqué chez Gaumont, je me lance dans une intégrale lorsque je vais dire n'importe quoi, je prends un réalisateur qui a fait 12 films, j'en ai 3 dans mon catalogue, je vais être très clair, je n'ai ni le temps, ni l'énergie, j'aurai éventuellement les moyens financiers, mais le temps et l'énergie. Ma priorité, c'est d'abord d'éditer. Et donc, ce qu'ils font, moi je trouve ça magique, quand Benoît m'a appelé en disant « Herzog, tu trouveras un accord, il n'y a pas de souci ». Je te préviens tout de suite, il y a quelques petits trucs un peu compliqués sur le sujet. On l'a fait pour d'autres, sur Epstein avec Finisterae, par exemple. Voilà. Donc, cette capacité, notre job, nous, en tant que groupe intégré, détenteur d'un gros catalogue, c'est le plus vite possible de rendre disponible une œuvre. La deuxième étape, c'est les œuvres qui nous semblent signifiantes et transparentes, qui ont un intérêt économique ou, c'est-à-dire que lorsqu'on va investir une certaine somme, on se dit, a priori, on va retomber sur nos pieds, voilà. Et puis, l'avantage d'avoir un gros catalogue, c'est un truc de solidarité assez simple, c'est les gros qui payent pour les petits. Lorsque vous avez, lorsque vous avez les tontons flingueurs et que vous le vendez à France 2 en prime time, ça vous finance la restauration des barbouzes et ne nous fâchons pas. Voilà, pour être très clair. Une restauration, quelle est la fourchette C'est minimum 80 000 €, lorsque vous voulez faire quelque chose de propre. Voilà. Et lorsque vous allez au bout, ça habite au 21 où apparemment c'est très compliqué. Combien ? 200 000 €. Oui. Il faut en vendre des DVD. Oui, mais notre économie est une économie où on a les ventes télé qui sont dans mon département, et lorsque je vous ai donné le chiffre, donc voilà, et que vous avez aussi des ventes à l'international. Voilà. Et que l'avantage d'une maison comme Gaumont, c'est qu'une restauration ne s'amortit pas sur 2 exercices. On fait une restauration pour 5-10 ans. Donc vous faites vos recettes futures. Voilà, c'est l'avantage. Quelquefois, on est critiqué ces grosses maisons, mais l'avantage d'un petit, lorsqu'il est chez nous, c'est qu'a priori, il sera traité et qu'on a la capacité à avoir une vision à 5, 10 ou 15 ans. Néanmoins, on ne s'interdit pas d'avoir des projets d'intégrale. Voilà, on a un projet avec Bertrand Tavernier, j'en parlais tout à l'heure avec Michel. Moi, je rêve d'éditer l'intégrale des films produits sous la Continentale. Voilà. Sachant que c'est quand même une quarantaine de films, on en a, nous, plus de la moitié aujourd'hui. Studio Canal est OK, M6 c'est OK, et on va être clair, c'est des discussions avec René Château qui sont un peu complexes. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et votre conception des bonus, à partir du moment où vous dites, bon, on va faire une sortie avec bonus, vous avez la même conception que... On a une approche, l'approche sur le court-métrage est extrêmement intéressante. J'avoue que on essaye une fois, 2 fois, la troisième, si on n'y arrive pas, on laisse tomber. Voilà, on n'a pas leur ténacité, et je le dis clairement. Voilà. On va s'attacher, nous on a un premier critère, c'est d'essayer de retrouver, naturellement, réalisateurs, adaptateurs, scénaristes, voilà, etc., mais des témoins de l'époque. On a une approche qui est toujours d'essayer de remettre dans le contexte de l'époque, ce qui permet de regarder le film, non pas d'aujourd'hui, mais de se dire, voilà, à cette époque-là, les faits sociaux marquants, l'ambiance sociale, pour ne pas dire sociétale, était celle-ci, ce qui permet d'avoir un éclairage. Voilà. Après, lorsqu'on édite Fanny et Alexandre, dont le syndicat de la critique nous avait récompensé l'an dernier, vous avez récompensé, je crois, le fait qu'on ne s'est pas contenté d'éditer la version cinéma, mais également la version télé, toutes les deux dans une version restaurée. Là, je ne vous donnerai même pas les chiffres parce que c'est juste indécent. Voilà. Mais c'était une volonté de mon président, de la directrice générale, en disant, quand on a Fanny et Alexandre dans son catalogue, même si tu as les droits sur 3 territoires, tu te dois d'être exemplaire. Donc on l'a fait. Voilà. Bon. Après, aller chercher le making-of, le documentaire qu'avait lui-même réalisé, c'est, on va être très clair, c'est 6 mois de négociation avec... voilà, parce que quand vous appelez Gaumont, on va être très clair, le ticket d'entrée est toujours beaucoup plus cher. C'est-à-dire que la somme qu'on vous a, on prête corrige, on est habitué, c'est pas grave. Voilà. Et après, il y a tout ce qu'on va mettre autour. Donc, à côté de ça, on est capable de produire
des interviews, un documentaire. C'est toujours très monté chez nous. L'interview sèche d'un témoin, d'un spécialiste, on n'y est pas très favorable. Voilà. Ce sera en plus, je me rappelle sur le sucre, le film où un réalisateur adoré, ce qu'il avait à dire était tellement pertinent qu'on ne pouvait pas l'intégrer dans le documentaire, donc on a fait le doc, et à côté on a mis son interview intégrale, même si certains moments de son interview se retrouvaient dans le documentaire et le doc. Mais ça, ce qu'il avait à dire était tellement passionnant que le couper aurait été indécent. Philippe Rouillet, vous êtes président du jury DVD Blu-ray. D'abord, vous en recevez combien par an? Et d'abord, ce que vous recevez, c'est ce qui a été édité dans l'année? Oui, oui, c'est-à-dire que comme on donne un prix sur l'année civile, donc là on travaille sur 2014, donc c'est uniquement à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre. Après, on est 6 dans le jury, on est tous des critiques de DVD ou censés l'être, donc il y a déjà tout ce qu'on reçoit par notre activité de critique, et après on se tourne vers les éditeurs, chacun met en commun ce qu'il a croisé de mieux dans l'année ou ce qu'on n'a pas eu mais qui nous semble intéressant, et on contacte les éditeurs pour qu'ils nous donnent les compléments, les exemplaires qui nous manquent, ou aussi on laisse de toute façon, on prévient tous les éditeurs au début de l'année, et ceux qui veulent comme ça dire, on a un titre là, vous n'y pensez pas vous, mais nous on pense qu'on peut le faire concourir. Voilà. Alors, on a 4 catégories. Parce que c'est quelque chose qui arrive quand on entend Benoît et Jérôme parler. On voit bien que c'est pas la même chose de faire un bonus sur Holly Motors par exemple au moment où il sort, ou faire les Tontons Flingueurs. Je veux dire, on peut pas avoir du tout la même attitude. Et par exemple, ce que j'aime chez Gaumont, vous l'avez pas dit Jérôme, mais en fait vous avez 2 réalisateurs à l'année pour faire vos bonus, et comme ils ont une liste, ils peuvent, quand ils voient un intervenant, ils peuvent le faire intervenir sur plusieurs films. C'est aussi un moyen de réduire les coûts, voilà. Et donc, pour en revenir à notre jury, alors donc on a les films récents, on a les patrimoines, on a le coffret, et puis depuis l'an dernier, on a ouvert une nouvelle catégorie qu'on appelle Curiosa, parce qu'on s'apercevait que finalement, on primait que des blockbusters de l'édition. C'est-à-dire qu'effectivement, quand déboule Fanny Alexandre, pour le patrimoine, c'est très difficile de primer autre chose. Parce que l'édition, il vous l'a dit, vous avez dans une même boîte, vous avez à la fois la version salle, la version télévisée, le tout en HD restauré merveilleusement. Ce film d'1h45 d'Ingmar Bergman, qui est tourné par lui, où on le voit diriger, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma. Et puis après, il y a entretien avec Assayas, bon, je veux dire, quand on se retrouve face à ça, on se dit, voilà, ça y est, je veux dire, quand on a reçu ça, on s'est dit, il n'y a plus de délibération. Et pourtant, à côté de ça, des tas d'éditeurs font un travail formidable, et donc on a envie de primer, donc on va chercher le film qui sort des sentiers battus, soit qui a une toute petite sortie salle, soit qui n'est jamais sorti en salle, qui a un inédit, et où pourtant, parce que nous, c'est notre position de critique, on défend le travail, non pas seulement des critiques, mais le travail de bonus sur les films. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre, au contraire, hein, la collection de Gaumont à la demande, elle a son utilité, et nous, critiques, on est les premiers à en parler dans nos supports. Mais il nous semblait que le jour où c'est les critiques qui donnent un prix, on a tenu à ce que le côté éditorial soit mis en avant, même s'il nous arrive de primer évidemment des titres où il n'y a aucun critique qui parle. C'est parce que c'est des cinéastes, parce que c'est des intervenants, et c'est vrai que c'est toujours très bien de faire aussi intervenir les gens qui étaient dans le contexte, l'assistant réalisateur, etc., quand il est toujours vivant. Donc pour éviter de donner automatiquement uniquement à Bergman, donc quelle catégorie vous avez trouvé donc on a patrimoine, on a film de l'année, et parce que ça c'est aussi quelque chose, c'est très difficile à mon sens d'éditer les films de l'année. C'est pour ça que c'est souvent la faiblesse de l'édition, parce que vous savez que les films sortent à partir de 4 mois après leur sortie salle. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir du matériel prêt pour les journalistes qui font leurs articles très en avance, pour les mensuels, etc. Par exemple, une revue comme Première veut avoir les articles qui sortent en même temps que... Donc ça veut dire qu'avec leur délai, il faut fournir les DVD 2 mois avant la sortie. Donc vous faites le calcul, 2 mois après la sortie salle, il faut qu'il y ait un test prêt pour le journaliste. Donc ça veut dire que les bonus, et là évidemment tout le monde est vivant, puisqu'ils viennent de sortir le film, ça veut dire qu'ils font des entretiens pour le bonus dans la foulée de la promo.
Et ça, c'est un exercice très difficile, parce que moi, je comprends les réalisateurs qui viennent de faire leur tournée province, etc. Ils en ont marre. Je veux dire, ce serait mieux s'ils pouvaient avoir un laps de temps pour revenir dessus de 6 mois, 1 an après, mais en même temps, puisque ça sort, et alors c'est très compliqué, et on voit que certains s'en sortent pas bien. Je vois que, par exemple, sur le dernier film des Dardennes, de jour une nuit, l'entretien des bonus des frères Dardenne, manifestement, ça n'a pas été fait pour le DVD. C'est-à-dire qu'on a les frères Dardenne qui disent on va pas déflorer le contenu du film, donc on va pas dire ci, on va pas dire ça. Je veux dire, c'est pas un entretien de DVD, ça. Un entretien de DVD, c'est censé être un entretien que vous regardez après avoir vu le film, et donc vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de spoilage de la fin. Je veux dire, si le consommateur commence par regarder l'entretien, c'est tant pis pour lui. C'est censé être un complément. Le complément, c'est après le plat le plat de résistance. Après l'entrée. Voilà, donc là, manifestement, c'est un entretien qui a été récupéré, c'est dommage. C'est la chance qu'on a, c'est de pouvoir faire un entretien, de revenir. Les droits, parce que, par exemple, faire des documentaires à la télé sur le cinéma, c'est quasiment impossible à cause des questions des droits à l'image. Vous le savez, si vous voulez acheter un... Bon, alors, quand vous éditez un film, vous avez gratuitement, évidemment, les images du film. Alors, quand vous faites une intégrale, c'est formidable. Vous pouvez faire un vrai film sur le réalisateur, parce que vous avez toutes les images qui sont à disposition, et là, vous pouvez faire un vrai travail d'accompagnement éditorial, parce que la personne qui achète le DVD, il a vu le film, il a envie d'un complément. Sinon, il me semble, c'est plus on va louer le film en VOD. Et ça n'empêche pas certaines plateformes de VOD de proposer des bonus, mais il me semble que le rôle du DVD, c'est très rare. Filmoline fait ça. Ouais. Mais autrement, le rôle du DVD, c'est justement d'aller un peu plus loin et d'offrir, d'accompagner. Je parle pour les films récents, évidemment, c'est autre chose. Là encore, quand on remet, évidemment, pouvoir revoir Lady Paname, c'est Dans les DVD que vous jugez, il y a aussi ceux les films américains. Ah bien sûr, oui, on s'en tient pas du tout au cinéma français ni européen, et très souvent ont été primés des éditeurs comme Carlotta, comme Wildside, qui font un travail assez formidable aussi. Je crois que le DVD, c'est aussi une grande chance pour le patrimoine. Depuis quelques années, il y a un énorme boom sur le cinéma de patrimoine qui est aussi dû, je pense, à la nécessité de numériser les films. Mais du coup, on voit bien comment ça ricoche. Vous prenez les sorties, chaque semaine, il y a 2 ou 3 sorties salles de films de patrimoine qu'on va retrouver ensuite sur les plateformes VOD, sur les achats de droits à la télévision, et évidemment en DVD et en Blu-ray. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Alors, des gens comme Carlotta étaient là, j'allais dire, un peu avant cette vague. Et aujourd'hui, il continue ce travail admirablement. Mais on s'aperçoit que presque tous les éditeurs en font. Je veux dire, Gaumont, évidemment, c'est du travail de patrimoine, puisque c'est mettre en valeur le catalogue. Potemkin, quand ils font Tarkovsky, c'est aussi, évidemment, du patrimoine. Le patrimoine, ça commence... je crois que c'est 20 ans par rapport au CNC. Avant 80 ou 90. Sur la définition du patrimoine ou du répertoire, moi je me fixe pas de limite, quoi. Je pense qu'un film des années 90 qui a marqué son temps, son époque, voilà, qui faut quand même se rappeler l'apparition du basculement entre la VHS et le DVD, très jeune ici, mais ça s'est fait en 5-6 ans, grosso modo. Et il y a une batterie de films qui sont sortis en VHS et jamais en DVD. Vous regardez entre 96 et 2002, vous avez un trou, y compris des films fort intéressants. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. Voilà, donc le remettre à disposition, voilà, simplement, soyons clairs, on a aussi tous, en tant qu'éditeurs, nos coups de cœur. Voilà, et heureusement, quelque part. Est-ce que le Blu-ray, c'est-à-dire la HD, apporte quelque chose
Bah, pour moi, c'est énorme. Enfin, je veux dire, la HD, je dirais pas que c'est le passage du VHS au DVD, mais quand même. Et surtout aujourd'hui, il faut voir que les acheteurs de DVD, Blu-ray ont des installations de plus en plus sophistiquées. Il y a beaucoup de gens qui projettent sur grand écran. Et sur grand écran, évidemment, sur une télévision, vous n'allez pas forcément voir la différence. Sur un petit écran, vous n'allez pas forcément voir la différence entre un DVD et un Blu-ray. Vous projetez, là, c'est tout de suite, ou sur les très grands écrans, c'est tout de suite énorme. Et puis aussi, il y a la capacité de stockage. Vous pouvez faire des choses bien plus importantes, notamment sur les bonus. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas pris en France, qui était le PIP, là, le Picture in Picture. Quelques éditeurs comme Carlotta s'y sont essayés et puis ils ont renoncé parce que ça... Mais c'est la possibilité, si vous voulez, c'est la super commentaire audio. C'est-à-dire que non seulement vous avez un commentaire audio, mais vous pouvez ouvrir une fenêtre pendant la projection du film pour y diffuser un matériel audiovisuel. Donc, par exemple, vous prenez Docteur Folamour, bah, vous avez un écran qui s'ouvre avec des documents d'époque qui vont en synergie avec, quand on parle de cette fameuse histoire de bombe, etc., où c'en était exactement. C'est formidable. Vous prenez un dessin animé Disney, vous avez la modélisation, vous regardez Pinocchio, vous voyez tout d'un coup toute l'évolution des dessins pour arriver à Jiminy Cricket. Enfin, c'est-à-dire que c'est une manière absolument extraordinaire, c'est un outil formidable, et ça, c'est possible qu'en Blu-ray. C'est trop lourd en termes d'autoring pour pouvoir être sur un DVD. Et de même, très souvent, on peut loger sur un Blu-ray l'équivalent d'un double DVD. Donc en termes de sortie pour les éditeurs, soit c'est double DVD, soit c'est un seul Blu-ray. D'accord. Est-ce qu'il y a, dernière question, est-ce qu'il y a un Blu-ray qui vous a, ou un ou deux, dont l'édition vous a particulièrement frappé, qui a été marquant pour vous Il y avait le Bergman était assez formidable. Dans les premiers temps, il y avait le Casanova de Fellini qui était chez Carlotta, qui était très beau. Là, moi, j'aime bien chez Potemkin, ils ont un Aguirre qui est vraiment très très beau. Vous voulez dire quelque chose? Non, oui, juste par rapport au Blu-ray, la HD, moi je suis le premier convaincu par l'intérêt du Blu-ray quand on a un bon équipement, évidemment, parce que si c'est pour regarder sur un ordinateur, d'ailleurs, peu d'ordinateurs lisent les Blu-ray, mais sur une petite télé, ça n'a pas d'intérêt. Mais je suis pas... disons que souvent, on a des masters qui sont de très bonne qualité, mais un peu limite, et qui ne nous permettent pas tout à fait de sortir un Blu-ray. Et j'ai envie de dire, ça dépend aussi beaucoup du matériel d'origine et de la qualité de la restauration, ou quand il n'y a pas de resto, même la qualité de la copie 35 à partir de laquelle les transferts ont été faits. Mais de vouloir absolument tout le temps avoir un Blu-ray, on peut avoir des DVD qui sont de très très bonne qualité. Si l'encodage est bien fait et que le master d'origine est bon, on peut se retrouver avec un DVD vraiment magnifique, quoi. Et on aimerait pouvoir faire du Blu-ray tout le temps, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours se le permettre, oui, juste pour des raisons économiques, mais que... ce qui est difficile, c'est qu'on nous fait... on se balade pas mal sur les forums, on reçoit pas mal de reproches quand on fait pas un Blu-ray, et à l'inverse, quand on fait des éditions un peu délirantes, comme ce qu'on a fait sur l'Intégral Romer, quasi Intégral Romer, en tout cas un coffret très très ambitieux où on a quand même sorti 22 films en Blu-ray. Là on se rend compte que finalement c'était peut-être une erreur et qu'on a peut-être été trop ambitieux, donc de vouloir absolument tout le temps tout avoir en Blu-ray, une erreur économique. Oui, économique, et puis par rapport au retour qu'on a eu, et on sent qu'il y avait peut-être pas un besoin si fort que ça d'avoir le film en Blu-ray finalement. Donc quand on le fait pas, on nous dit qu'on aurait dû le faire, et donc à un moment donné, je pense qu'il faut juste se dire quelle est la qualité du master à la base. Quand il n'y a qu'un DVD, regardez déjà la qualité du DVD, et parfois, là on vient de sortir Kalatozov uniquement en DVD, les copies sont à couper le souffle, c'est sublime. Alors évidemment, avec un Blu-ray, ça aurait été probablement encore meilleur, mais là en l'occurrence, deux des films, justement, on était à un poil limite, les masters étaient vraiment très beaux, mais trop limite pour les sortir en HD. Marc, vous êtes journaliste, mais là je pose cette question en tant que conseil pour les acquisitions. Pratiquement plus journaliste. Pardon ? Pratiquement, j'avoue. Ça se limite de plus en plus.
Donc je vais vous interroger sur votre autre casquette pour les acquisitions et parfois concepteur de bonus. Est-ce que vous sentez d'abord que le marché se restreint? Parce que, comme le chiffre d'affaires baisse, les éditeurs sont moins pressants pour vous demander des recherches d'œuvres, ou pour l'instant ça continue? C'est particulièrement vrai sur les nouveautés, c'est-à-dire sur les inédits, sur les films qui sortent en salle, mais particulièrement sur les inédits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les directs tout DVD. C'est un marché qui est en train de disparaître progressivement parce qu'il est très soumis au piratage. Donc c'est aujourd'hui, le nombre de ces films se réduit considérablement parce qu'on les trouve partout gratuitement. Parfois même des gens s'amusent à les sous-titrer de façon illégale. Voilà. Et puis l'offre télé est tellement pléthorique que ces films-là, les gens savent qu'ils vont les voir un jour ou l'autre à la télé, disons pour la plupart, y compris sur les petites chaînes ou en VOD. Donc de ce côté-là, sur la nouveauté, oui. Et puis beaucoup d'éditeurs sont aussi mal en point aujourd'hui, c'est-à-dire ceux dont l'activité se concentrait sur les nouveautés, sur les directs ou DVD. Donc il y a également l'effondrement, la faillite de Avanti qui met beaucoup d'éditeurs mal en point, c'est-à-dire Film Média, FIP, Antarctic Vidéo, qui ne sont pas forcément des éditeurs très très connus du grand public, mais qui charriaient énormément de ce type de cinéma. Donc de ce fait, sous la double pression, sous la pression à la fois de la faillite de Avanti, un distributeur qui entraîne des éditeurs dans sa chute, et du marché qui est en récession, on demande de trouver moins de DTV, à moins que ceci ait un potentiel télévision, c'est-à-dire des films un peu plus aseptisés, capables de passer sur Gulli en prime time, capables de passer sur telle ou telle chaîne en prime time, mais c'est une minorité, disons, concernant ce type de film. Voilà. Mais donc, ce que vous recherchez, c'est principalement quoi? Enfin, ce qu'on vous demande de rechercher. Mais par contre, pour la recherche de classiques, la demande n'a pas du tout faibli, elle s'est même accentuée. Parce que du coup, beaucoup d'éditeurs qui se retrouvaient à sortir beaucoup de films inédits, de DTV, ont besoin, disons, de réorienter leur activité sur autre chose, et les classiques, les rééditions, c'est ce quelque chose. Donc oui, on demande toujours de trouver des films en réédition. Là, par exemple, pour vous citer un exemple, je viens de faire signer une société qui s'appelle Impex, qui n'est pas du tout connue du grand public parce qu'elle concentre son activité sur les droits télé et revend les droits DVD derrière. J'ai fait acheter My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, qui est quand même un grand film. Et ce film-là, c'est un bon exemple. Ça s'est passé de façon rêvée, prix raisonnable d'acquisition, le matériel en parfait état, c'est-à-dire un master HD. Bon, ça n'arrive pas toujours, je tiens à le préciser. Des sous-titres, la version française, voilà. Et j'ai fait signer également des films de King Wu. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent King Wu, qui est quand même un des plus grands cinéastes chinois. Touch of Zen et Dragon Inn, qui est passé à Cannes Classique l'année dernière. Voilà, donc j'ai trouvé, pour ces films-là, j'ai trouvé preneur aussitôt, que ce soit les petits classiques ou les grands classiques. C'est des films qui ont vocation de toujours passer, repasser, il y a toujours une demande. Elle peut s'atténuer à un moment parce que le film a été surexploité par le précédent ayant droit, mais au bout de 2 ou 3 ans de jachère, un peu comme la Terre, le film retrouve une certaine jeunesse, une certaine virginité et remonte à la surface. C'est assez systématique. Alors comment vous savez que les droits sont échus et disponibles? Je ne vais pas vous donner tous mes secrets. Alors, on prend note. Voilà, c'est très très simple. Généralement, les droits, disons, des films indépendants, je parle, parce que les films de studio restent dans les studios, les films Gaumont restent chez Gaumont. Ça, c'est parfois il y a des surprises. On voit des films Gaumont ou des studios apparaître dans des catalogues, mais c'est des catalogues vraiment pirates de gens qui pensent qu'un film dans le domaine public aux États-Unis, dans le domaine public dans le monde entier, ce qui est complètement bidon. Ça, c'est une notion juridique assez complexe à expliquer, mais les droits, disons, d'un film, généralement, c'est 10, 15, 20 ans maximum. Ça va rarement au-delà de 20 ans. Et puis, quand on est un peu cinéphile comme moi, on sait on sait quand le film est sorti, on se pose la question, est-ce qu'il pourrait être disponible? On se renseigne, on voit qu'il reste 1 ou 2 ans de droits. Parfois, on le préachète 1 ou 2 ans avant la fin de ses droits, quand l'ayant droit précédent n'a pas manifesté la volonté de le renouveler. Voilà. Récemment, j'ai fait acheter encore un classique du film d'horreur qui s'appelle Reanimator.
vraiment un film culte. L'ayant droit précédent n'a pas répondu aux sollicitations du producteur Brian Yuzna. L'ayant droit, c'est Metropolitan. Donc du coup, Metropolitan n'ayant pas répondu tout simplement à Brian Yuzna, j'ai fait acheter le film à une autre société qui l'exploite. Metropolitan a réagi après coup et a engueulé Brian Yuzna, mais comme Metropolitan n'a pas manifesté, le film est allé ailleurs tout à fait légalement. Voilà. Mais généralement, les droits, c'est c'est 10, 15 ans, entre 10 et 15 ans en moyenne. Ça peut être, pour les rééditions, ça peut être aussi 7-8 ans. My Beautiful Laundrette, il me semble que je l'ai fait signer pour 8 ans. Vous travaillez toujours avec les mêmes éditeurs, ou il y a des éditeurs qui vous disent tiens, je cherche tel type de film Oui, mais les éditeurs ont plus ou moins tous une spécificité, c'est-à-dire quand je trouve quelque chose dans le cinéma asiatique, par exemple, je sais que Carlotta, Vincent Paul Boncourt, va être très très sensible, notamment les premiers films de Ang Lee, Pushing Ants, Salé Sucré et Garçon d'honneur. Je lui en ai parlé et 2 jours après, c'était quasiment fait. Donc je m'adresse à telle société en fonction de ce qu'elle recherche. Par exemple, Impex, qui n'est pas une société très connue, cherche surtout beaucoup de films européens. Parce que les films européens, c'est plus facile à caser, entre guillemets, à la télé, à cause des quotas. Voilà. Une autre société qui s'appelle KLB, qui n'est pas du tout connue également, aussi, cherche des films d'animation ou des programmes pour enfants. Donc je vais lui présenter des films d'animation, des programmes pour enfants qu'elle-même, Karen Levy en l'occurrence, va traiter avec Universal. C'est arrivé récemment sur un film qui s'appelle, il y a 1 an et demi, qui s'appelle Snow Queen, qui est un film russe d'animation qui part exactement de la même histoire que La Reine des Neiges de Disney. Etc. Donc d'autres sociétés, Film Média et compagnie, c'est plus dans la nouveauté, mais ça peut être aussi du patrimoine. Rimini, qui est un éditeur relativement récent, ça peut être du documentaire, du film de patrimoine, c'est un peu plus varié. Donc j'adapte un peu mes recherches en fonction de l'éditeur. Mais on se dirait que rechercher les droits, c'est le métier spécifique de l'éditeur. Donc comment se fait-il qu'ils externalisent ça leur coûte moins cher déjà. Ensuite... c'est rare, hein, après, c'est assez rare. Non, c'est pas si rare que ça finalement, parce que l'éditeur ne peut pas être partout déjà. Du fait que je sois dans ce métier-là, parallèlement à mes activités journalistiques à une époque, m'a amené à connaître beaucoup de sociétés, de producteurs, d'ayants droit. Donc du coup, de façon plus ou moins instinctive, je sais où trouver les films, mais les éditeurs le font ce travail eux-mêmes dans beaucoup de cas, et puis dans d'autres cas, je peux être un complément, disons. Voilà, parce que vous cherchez partout, vous passez une grande partie de votre temps à ça, et vous connaissez la spécificité des éditeurs. Quand vous arrivez, vous dites, vous savez, My Beautiful Laundrette est disponible, on peut difficilement passer à côté. Ah, mais il y a des gens qui me l'ont refusé avant que Impex me dise oui. Ça m'arrive très souvent qu'on me dit non, le film il est trop vieux, ça n'intéresse personne. Ça m'arrive régulièrement qu'on me réponde, ça n'intéresse plus personne, ce vieux machin. C'est y compris pour des films qui peuvent passer sur Arte en prime time. Voilà, donc j'entends absolument tout, mais au début je m'en offusquais, j'étais assez vexé. Maintenant, bon, je me suis habitué, mais les films de catalogue, oui, on les trouve. Il faut déjà faire les marchés du film. Alors quand j'entends marché du film, bon, c'est l'American Film Market qui s'est achevé il y a quelques jours. À Los Angeles, ça peut être les 3 Cannes, c'est-à-dire le MIPCOM à Cannes, qui est un marché télé, mais il y a beaucoup de droits cinéma, beaucoup de droits en général. Le MIP Télé, toujours à Cannes, c'est à peu près la même chose. Le marché du film à Cannes, au mois de mai, parallèlement au festival. Et Berlin, qui, parallèlement au festival, offre un marché. Alors, il y a des petites choses à Toronto, il y a des marchés locaux comme à Hong Kong, à Budapest, je crois maintenant. Enfin, il y a une foule de grands marchés. De grands marchés, il y en a 5, et des petits, il y en a une dizaine environ. Et... Dans les contenus, c'est essentiellement des films de cinéma où il y a des programmes de télévision, des téléfilms, des séries, des documentaires. Oui, moi j'aime bien toucher à tout plutôt que d'être enfermé dans un genre, à ne chercher que des films, des films d'horreur. Des exemples de programmes de télévision. Par exemple, là, je travaille avec une société qui s'appelle GAD, Grand Angle Distribution,
qui a beaucoup de documentaires, style la France vue du ciel, la Bretagne vue du ciel, les côtes françaises, etc., les îles bretonnes. Et il y a un marché vraiment du documentaire régional. Et Rimini, justement, achète beaucoup de ces programmes. Je travaille avec une autre société allemande qui s'appelle Beta, qui a également beaucoup de téléfilms, alimentaires, et des téléfilms qui ont pour vocation... Alimentaire, c'est pour vous faire vivre non, c'est des films, c'est du flux, comme ils disent. C'est du flux. C'est des téléfilms, des thrillers au féminin qui passent sur TF1, M6 l'après-midi. Ceux-là, en DVD, n'existent plus. Il y a un marché. Il n'y en a plus pour ce genre de choses, sauf des cas exceptionnels. Là, par exemple, un téléfilm, il y a environ 2 ans, de Beta, qui s'appelle Rommel, une biopic de Rommel, en fait, sur la dernière partie de sa vie. Donc tout ce qui est... Ça, j'ai réussi à le caser relativement facilement, parce que tout ce qui est guerre, film de guerre, notamment la Deuxième Guerre mondiale, marche encore relativement bien en DVD. Donc c'est chaque fois il y a des demandes très précises, il y a des adaptations, des ajustements qui se font au fur et à mesure. Voilà, mais il y a également des opéras qui sont dans les droits DVD, les droits télé sont en vente, des séries télé sur lesquelles se précipite absolument tout le monde aujourd'hui, à partir du moment où la série est un peu culte, un peu connue. Voilà. Et est-ce que les œuvres de genre, enfin les films de genre, il y a encore un marché, les kung-fu, les choses comme ça, enfin des anciens, je ne parle pas des nouveaux, Oui, quand le film est vraiment à une grande notoriété, oui. Mais il faut vraiment que le film ait une grande notoriété qui aille un peu au-delà des aficionados du genre. Parce que les aficionados ne suffisent plus à, disons, amortir le coût d'un film. Alors si effectivement il y a des bonus qui sont ajoutés par l'éditeur, tout ça coûte quand même pas mal d'argent. Et ressortir un kung-fu de la Shaw Brothers absolument obscur, même s'il est signé d'un cinéaste reconnu, aujourd'hui c'est impossible. C'est-à-dire le travail que Wildside a fait sur la Shaw Brothers il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, je pense, serait vraiment très très difficile. Ils n'ont pas été au bout, hein. Ils n'ont pas été au bout de leur programme, ils ont dû arrêter pour des raisons économiques. C'est-à-dire que ils arrivaient, évidemment, ils ont commencé par les titres les plus porteurs, et c'est ce que tu disais, quand ils ont arrivé à des choses moins connues, qui auraient été très palpitantes pour le cinéphile, mais bon, voilà, le marché n'était pas suffisant pour répondre à cette demande-là. Oui, mais le cinéma de genre souffre aujourd'hui vraiment de la récession du marché DVD, le film fantastique, le film d'horreur. Oui, il y en a toujours qui sortent, mais il faut qu'ils soient précédés d'un bon buzz, comme on dit, d'une bonne réputation, d'articles de la presse spécialisée, c'est-à-dire le tout venant qui il y a quelques années, c'était vraiment des flots qui se déversaient dans les magasins. Aujourd'hui, c'est terminé. Ces films, désormais, ne sortent plus en DVD ou sortiront de moins en moins en DVD et en Blu-ray et iront directement en VOD. D'ailleurs, c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'on trouvait il y a quelques années en DVD sortira désormais en VOD. Je crois qu'une société, c'est le film produit par Eli Ross sur les cannibales. Green Inferno. Green Inferno, par exemple, c'est un film qui ne sortira pas en DVD et en Blu-ray. C'est un film inédit en salle et il ira directement en VOD, ce qui a déclenché un buzz sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui râlent contre ce principe ne sont pas très férus de la réalité économique. C'est-à-dire que ce film-là, aujourd'hui, vu qu'il va sortir très tardivement, sera absolument piraté par tous les amateurs du genre qui continuent quand même à râler du fait qu'il ne sort pas en DVD et en Blu-ray. Paradoxal. Mais est-ce qu'on peut dire, parce que hier j'ai été frappé dans la table ronde, on a l'impression, enfin il y avait une explication de la baisse des ventes, c'est qu'il y a eu un moment, quand on est passé de la VHS au DVD, tout le monde a renouvelé sa collection, et donc les ventes ont monté, les grandes surfaces ont dit là il y a un marché de masse, s'ils sont mis vraiment largement, et puis c'est retombé, pour le Blu-ray il n'y a pas eu le renouvellement aussi important. Mais est-ce que le patrimoine, lui, résiste mieux qu'est-ce que... Ma connaissance, Gaumont, oui, mais je ne suis pas la personne la plus habilitée pour en parler. Gaumont, est-ce que... Juste sur la situation du marché, je ne partage pas votre analyse sur le fait que le renouvellement. Moi, j'ai une date en tête, c'est l'émergence des chaînes de la TNT.
Voilà. Vous regardez, il y a un rapport du CNC bien en public sur le nombre de films diffusés à la télévision. Prenez leur tableau sur les 10 dernières années. Merci les chaînes de la TNT. On va être très clair. Chacun a 24 heures de disponible dans une journée. Ok ? Il faut manger, il faut se déplacer, il faut dormir. Moi un petit peu. Ok ? Bosser. Oui, il faut bosser. J'ai commencé par là, je crois. Non, j'ai oublié. Voilà. Donc bon, maintenant, il faut bosser, il faut manger, il faut dormir. Ok, voilà. Et après, on a nos loisirs. Attendez, avec l'offre chaîne de la TNT, gratuite, je parle gratuite, hein. Je mets même de côté le piratage volontairement, même si je suis assez sur ce sujet, voilà, mais vous avez une offre de films à la télévision, regardez le lundi soir et le jeudi soir, voilà, et si en plus vous êtes abonné à chaîne payante, voilà, franchement, voilà, donc il y a simplement le fait que les bons titres, clairs, ont tous été édités. Voilà. Et que moi, les rééditions, je suis toujours très prudent lorsque nous, on rachète des catalogues. Je regarde toujours comment le titre a été édité et par qui. Voilà. Ça nous arrive, on rachète des catalogues et des titres tous les mois. Voilà. Lorsque vous voulez toucher un public de gens, je reprends volontairement votre exemple de gens, la qualité est importante, mais ce qu'ils veulent, c'est le voir. C'est le voir et la voir. Voilà. Lorsque vous allez le rééditer, là, l'acte éditorial prend toute sa valeur. C'est-à-dire qu'il faut que le master, cette fois-ci, soit nickel, mais alors nickel, et il faut que vous leur racontiez vraiment une histoire. Vraiment, voilà. Si c'est juste pour leur poser sur une galette, c'est sûr que vous allez dans le mur économiquement. Et tant mieux, quelque part. Parce que l'acte éditorial, c'est pas les droits sont terminés, je leur achète, je leur mets sur le marché et j'attends que ça se passe. Non, c'est tout sauf ça. Voilà. Et effectivement, les grandes surfaces, à un moment donné, parce que voilà, mais à partir du moment où les chaînes de la TNT montent en puissance, l'offre de cinéma, la télévision gratuite monte en puissance, il est logique que le marché fléchisse. Surtout que, en plus, on a quand même un contexte économique et de pouvoir d'achat qui n'est quand même pas super favorable. Regardez les chiffres du marché allemand sur la vidéo physique, ils ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc, je ne suis pas pessimiste sur le marché de la vidéo. L'Allemagne, vous l'expliquez par le fait que l'économie va... Enfin, jusqu'à maintenant, il y a l'économie qui va mieux, et deux, la politique commerciale des enseignes est l'inverse de la nôtre. Nous, il y a un truc, moi, qui me rend dingue, c'est que vous voulez l'acheter en premier, votre DVD, vous le payez 20 €, vous attendez 4 mois, vous le payez 5 ou 10 €. Okay, en Allemagne, les 15 premiers jours, le produit est à 10 ou 12 € et il remonte après. Eux, ils le font dans l'autre sens. C'est-à-dire, premier servi, vous en avez envie, vous l'avez attendu, allez-y tout de suite. Je parle des films de nouveauté, je ne parle pas des films de répertoire. Hein, entendons-nous bien. Voilà, nous, on a mis en place une logique. Je veux dire, achetez-le tout de suite, vous le payez plus cher. J'arrive. On est quand même co-responsable, hein, Gaumont aussi là-dessus. Bon, voilà, ça c'est un des éléments. Le marché, en tant que tel, du film de répertoire, est un marché qui souffre de sa mauvaise exposition et distribution. Et là, je vais peut-être être un peu sévère, mais on a aujourd'hui une difficulté, même lorsqu'on s'appelle Gaumont, voilà, à aller exposer dans des enseignes les œuvres de répertoire. Voilà. Parce que le rayon s'est réduit, parce que, on va être très clair, la marge unitaire d'un distributeur, elle est extrêmement simple. Vous avez un prix de gros hors taxe, j'ai essayé de vous la faire simple. Un DVD qui vaut 20 €, ça vaut 16,35 hors taxe. Vous enlevez la TVA, la TSA, la taxe qui alimente le fonds du CNC. Vous avez un prix à 16,35. Un distributeur, si vous ne lui donnez pas minimum 30 points, il ne peut pas payer ses salaires de ses employés, la lumière, le pas de porte, voilà, c'est le minimum, ok ? Bon, bah, vous faites le calcul, hein, 16,35, vous lui donnez 30 points, ça fait un petit 5 €. Voilà, il faut en vendre beaucoup. Et lorsque vous avez vos charges fixes, parce que tout le monde sait que l'électricité a augmenté, que l'ensemble des charges ont augmenté, voilà, c'est une économie, ce qu'on appelle l'effet de ciseaux inversé. C'est aussi simple que ça. Donc on a une problématique d'exposition. Je pense qu'on n'a pas très bien, et Gaumont le premier, pris en compte la capacité à vendre directement à nos clients. Aujourd'hui, Amazon, dans le domaine du e-commerce, domine à 99% le marché de la vente par le réseau de e-commerce.
Certains éditeurs comme Wellman Schwalside ont leur propre boutique. Vous avez votre boutique physique en plus de vente. Nous, on n'a rien. Voilà, c'est peut-être là où on a raté quelque chose. On ne peut pas être partout. Et à côté de ça, vous voyez, je parlais tout à l'heure de René Château, la capacité de René Château en vente par correspondance est absolument impressionnante. Voilà. Il existe toujours un public de cinéphiles curieux. Notre difficulté aujourd'hui est d'aller lui parler. Voilà. Il reste aujourd'hui un magazine grand public dans le domaine de la vidéo physique qui s'appelle Les Années Laser. Voilà. Il y en avait 3 il y a encore 5 ans, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et après, vous avez des revues spécialisées, Positif, les cahiers, voilà, etc. Soyons clairs, sont dans des situations compliquées. Voilà. Le jour où ces magazines disparaissent, je veux dire, comment on parle, voilà. Alors on dit, ah oui, les réseaux sociaux, c'est formidable, etc. Moi, je suis quand même très actif sur un certain nombre de forums, j'y vais sous mon vrai nom. Je me fais quand même démonter régulièrement, voilà, parce que je dis les choses assez clairement. Je veux dire, c'est comme lorsqu'on édite un DVD ou un Blu-ray. Je me rappellerai toujours de Jean-Pierre Jeunet, son dernier film. Je vais prendre un film récent. Qui ne rencontre l'extraordinaire voyage d'une prodigieuse Pivette, etc. Qui ne rencontre pas son public en salle, soyons très clairs. Voilà. Et Jean-Pierre, à la fin, je lui dis, bon, t'aimes le support physique, on va travailler, etc. Il me dit, s'il te plaît, laisse-moi 3 mois de plus. Je veux pouvoir prendre du recul. Voilà, je veux pas faire des interviews tout de suite, voilà. Et donc, on a pris le temps. J'ai dit, très simplement, ok, on sortira pas à 4 mois, on sortira à 6 ou à 7, on s'en fout. Je veux dire, le public qui aime Jean-Pierre Jeunet ne se contentera pas du film et d'une pseudo-interview de 22 minutes avec 3 images montées, etc. Résultat, on a passé du temps, on a édité le storyboard, on a fait... bon, voilà. Un making-of. Un making-of qui a commencé voilà. au moment de... qui n'est pas un making-of rétrospectif. Voilà. C'est-à-dire que Jean-Pierre Jeunet a voulu ce making-of au départ, donc il est là au moment de l'écriture du scénario, à toutes les étapes, des scènes coupées comme toujours, parce que Jean-Pierre Jeunet, on veut dire, il aime le support physique, Ah oui. donc c'est quelqu'un qui fait des commentaires audio, qui sait les faire, oui. C'est quelqu'un qui offre des scènes coupées qui sont pas simplement, ben voilà, cette scène elle était bien, mais elle faisait redondance, c'est-à-dire qu'il ose montrer qu'il a été dans des directions. Non, ça c'est pas bon, c'est raté. C'est raté, voilà, donc on l'a enlevé. Et il ose montrer ça, et ça, il y a très peu de réalisateurs qui le font. Audiard le fait, lui le fait, ça c'est assez extraordinaire. Et du coup, cette édition, le storyboard, très souvent, c'est très compliqué d'éditer les storyboards sur les DVD, parce que vous mettez soit c'est quelques planches, soit c'est comme le fait le studio Ghibli, on a tout le film en storyboard, en écran, machin. Là, il y a un vrai livre. Il y a un vrai livre qui est tout le film en storyboard. Quand on aime le film, c'est merveilleux. Et comment ça a marché le DVD par rapport au succès du film? Très bien. Très bien. Ouais, très bien. On va être très clair. On a pris le temps. Voilà, c'est un film qui fait 600 000 entrées. Si vous connaissez un peu notre business, voilà, vous dites, vous faites 3% de taux de conversion sur les 12 premières semaines de vente. C'est-à-dire qu'on est bien au-delà. On a une édition en 3D, alors c'est vrai, on a pris notre temps, on a dépensé un peu d'argent, etc. Mais on a ce que j'appelle un vrai acte éditorial. Et non dicté par le temps en disant il faut que ça sorte à 4 mois. Depuis quand il faut qu'un film sorte le premier jour du 5e mois après sa sortie en salle? Vous savez, on a quelque chose qui s'appelle la vidéo à l'allemand. La preuve, sur le film de Jeunet, il est disponible sur iTunes pour rien les cacher, et vous regardez dans les commentaires les plus récents, il y a un mec qui déchire dessus en disant c'est scandaleux, il n'y a même pas le bonus de 1h20 livré sur iTunes. J'ai dit mon garçon, je vais lui répondre en disant achète le Blu-ray, quoi. Depuis quand, pour 5 €, je vais te mettre le documentaire d'1h20 et le storyboard? Je rêve. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Je voulais juste revenir sur cette question du Jeunet. Il me semble que la sortie salle a été catastrophique d'une certaine manière. Peut-être le film était mal positionné. Il a été très positionné comme un film pour enfants, alors que finalement ça ne l'est pas tant que ça. Et là, l'édition vidéo a été une deuxième chance. C'est-à-dire que les gens qui avaient aimé le film ont pu le porter dans le bouche à oreille, la presse, etc. Et effectivement, prendre le temps.
Et faire une vraie... Je veux dire, il me semble que quand on fait une vraie belle édition, ça paye tout le temps. Franchement, on n'a pas sur là où on a investi fortement en temps et en argent, on n'a jamais eu de déception. Voilà, on n'a jamais eu de déception. Après, évidemment, vous prenez un film très méconnu, voilà, il faut, voilà. Et dans ce cas-là, les intégrales, la mise en perspective thématique, etc., sont une chance. À l'unité, ça peut être très très compliqué. Alors, Jeunet est un réalisateur qui a une réputation mondiale, donc qui se vend à l'international. Est-ce que les bonus que vous avez faits sur la France, vous les avez donnés, enfin, avec le film, enfin, vendus avec le film, pour les éditions à l'étranger? Non, mais... Le storyboard, c'était une vraie longue discussion, parce qu'il y a des... c'est pas lui qui a tout dessiné, donc il y a quand même des dessinateurs, donc il y a des droits, il y a quand même des auteurs, donc voilà. Et enfin, c'est pour ceux qui l'ont vu, c'est quand même, ça fait 200 pages, quoi. Vous imaginez dans le coût d'édition ce que ça représente. Donc personne n'a été intéressé par, voilà, parce qu'en plus il aurait fallu le traduire, il est en français. Voilà. Donc, il aurait fallu le mettre dans une autre langue. Sur le documentaire de Jean-Pierre, on l'a proposé, mais je crois qu'on est encore un des rares pays où on aime l'acte éditorial. Voilà. Effectivement, le film est en langue anglaise. Je me suis posé la question, voilà, c'est quand même pas à moi de le faire sous-titrer en anglais, quoi. Moi, je suis prêt à le donner. Moi, lorsque le Bergman il arrive 1h20, il n'y a pas de sous-titres français, c'est l'éditeur qui doit les faire. Donc voilà. Non, on ne l'a pas retenu. C'est juste que beaucoup d'éditeurs sont allés à la simplicité absolue. Donc la France est un des rares pays où il y a une éditorialisation aussi fine. Non, aux États-Unis. Benoît, Non, aux États-Unis, il y a Criterion que vous connaissez sûrement, qui a probablement le meilleur éditeur au monde, je pense aujourd'hui, qui fait un très très bon travail. Et c'est aussi, je pense, le seul éditeur indépendant qui a suffisamment de matériel pour pouvoir faire des transferts, qui peut faire toutes ces restaurations pellicules en interne, et qui fait tous ces transferts à la maison, quoi. Et donc systématiquement, ils récupèrent le matériel pellicule. Bon, quand le film est tourné en pellicule, mais comme ils sont sur du répertoire, c'est tout le temps le cas, et ils font toute leur restauration. Dans 95% des cas, ils re-restaurent le film. Donc on a systématiquement des masters qui sont sublimes à couper le souffle, où ils gardent le grain de la pellicule. Il y a des vrais partis pris même de restauration, où ils vont surtout pas essayer de trop lisser, comme ça a pu être le cas au début des restaurations, où on se retrouvait avec une image vraiment trop lisse. Et puis au niveau des suppléments, au niveau des jaquettes surtout, je trouve que leurs jaquettes sont à couper le souffle. Ils font beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins. Il y a un vrai travail éditorial qui est incroyable. Après, ils ont un marché qui est très grand. Grâce aux sous-titres anglais, ils vendent partout. Ils ne sont pas censés vendre partout, mais ils vendent partout. Donc c'est vrai qu'ils ont cette chance-là. Et en parlant des suppléments, nous, ça nous arrive de vendre nos suppléments, et on leur a vendu notamment des interviews à Criterion, à des éditeurs anglais aussi, japonais. D'ailleurs, Criterion est si bon dans sa catégorie que même les studios américains, c'est-à-dire Columbia, Sony, confient ses propres films à Criterion pour les éditer. Par exemple, les premiers Wes Anderson ont été confiés par les studios à Criterion, qui s'est occupé de la restauration, qui s'est occupé des bonus. Ça prouve vraiment l'attrait considérable de Criterion, leur prestige, y compris auprès des studios, qui pourtant ne lâchent pas leurs films aussi facilement. J'ai quand même amené une petite précision parce qu'on les connaît bien. Tous les films du catalogue Gaumont, c'est la restauration de chez Gaumont qui ont été fournis à Criterion. Que les choses soient extrêmement claires. Ils ont été réalisés dans les laboratoires Éclair en France et le sont chez Diapason. Donc ils retraitent derrière, ils appliquent un traitement au niveau de l'encodage lorsqu'ils font l'autorimé. Okay, mais pour tous ceux qui viennent du catalogue Gaumont, ce sont nos propres restaurations, et effectivement, on leur livre, pour les spécialistes, un HD cam grainé, très grainé, avec beaucoup de grains pellicules qui ressortent, et on leur livre celui qu'on utilise, alors attendez, j'appelle dégrainé,
mais c'est dans notre jargon. Ça ne veut pas dire qu'on l'a entièrement lissé. C'est simplement qu'il y en a un, il est brut, et l'autre, il est un petit peu plus repassé pour une chemise. Voilà, je vais prendre un exemple. Vous avez une chemise qui sort lavage, voilà, vous la faites sécher comme ça, et puis l'autre, vous passez un coup de fer. Voilà. Et là-dessus, eux appliquent, utilisent les deux, et lors de l'encodage, parce que l'encodage, effectivement, l'authoring est fait chez eux, applique un traitement particulier. Mais pas que l'encodage, enfin, très régulièrement, alors peut-être pas sur vos films, mais ils récupèrent une copie 35 et ils font tout à la maison. Ouais. T'es dur, je te trouve dur. Ah non, mais je suis pas... Attends. Très clair. C'est pas une question d'être dur ou pas dur. Ils récupèrent ce dont ils peuvent avoir. Lorsqu'ils sont en direct avec un studio, quelquefois, effectivement, ils restaurent pour le compte du studio avec l'aval du studio. Mais il y a beaucoup d'œuvres, y compris pas que chez Gaumont, mais si tu veux, il y en a chez Pathé, il y en a chez Studio, où ils ont pris le matériel. Si tu veux, on n'est pas non plus... si tu veux, on a la chance d'avoir une industrie technique en France qui sait restaurer. Franchement, les Digimages, les Éclairs, tout le monde parle de Bologne, mais on a quand même tu vois, un Bruno Patin chez Éclair, c'est pas un amateur au niveau de l'étalonnage. Voilà. Ces gens-là sont des gens extrêmement compétents. Là, si tu regardes bien sur Criterion, ils ont un traitement, je dirais, plus métallique de l'image par rapport au latin. Vous regardez sur des forums un peu spécialisés, etc., qui correspond au réglage par défaut que l'on trouve sur le marché américain des téléviseurs. Parce que les les dalles américaines n'ont pas le même réglage suivant les zones. Voilà, c'est un petit détail que j'ai appris plus tard. Donc ils le font pour ça, mais ça n'enlève rien. Criterion, ce sont des gens qui font un travail absolument formidable, etc. Mais ce que je ne peux pas laisser dire que c'est Criterion qui restaure tous les films. Voilà. Non, mais je ne l'ai pas dit. Non, mais voilà ce que j'avais entendu. Non. Par contre, c'est bien les seuls qui peuvent, à partir de pellicules, faire des transformations. Ils ont un marché. Par les indépendants, évidemment. Ils ont un marché anglo-saxon. Ouais, bien sûr. Mais il faut faire les investissements et ils l'ont fait. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça assez remarquable. Et des réalisateurs comme Jean-Pierre Gaurin, là, ont été livrés eux-mêmes leurs pellicules et ils repartent en gros de zéro, d'une copie 35 et ils te refont le transfert, le resto. Vous parliez du nombre de films qui sont diffusés par les chaînes de la TNT. Est-ce que quand même ces diffusions ne concernent pas qu'une fraction des films? Par exemple, j'ai été très frappé, en 10 jours, j'ai vu 3 fois les 3 jours du Condor, sur 3 chaînes différentes. Là, c'est du dernier jour, dont avant-hier, encore une fois. Donc, alors, c'est un chef-d'œuvre. Mais enfin, on se dit, finalement, si on regarde de près, c'est quand même un nombre. Enfin, toujours un peu les mêmes qui tournent. Et puis, il y en a d'autres qui doivent pas être diffusés par la télé parce qu'ils estiment que c'est pas, surtout les chaînes de la TNT, c'est pas ça qui va générer de la publicité. Est-ce que là, c'est pas le créneau fort du DVD, du Blu-ray? Là, les 3 jours du Condor diffusés à cette cadence, c'est assez anormal. Je crois que c'est un film du catalogue Studio Canal, il me semble. Donc, ça devait être des chaînes liées à Canal+, vu que ça leur coûte pas un rond, du coup, de diffuser le film. Ils les payent. C'est pas que ça leur coûte pas un rond, ils les payent. Ça reste en interne, quand même. Ah oui, mais enfin, attendez, ils ont un compte d'exploitation. Oui. Bon, mais peut-être une fois, c'était ciné-cinéma, mais la deuxième fois, c'était une chaîne en clair. Hein. C'était ou TMC ou W9. Généralement, ça n'avait pas une cadence aussi rapide, c'est relativement rare. Oui, je le dis parce que ça m'a quand même surpris. Hein. On a dans ces chiffres une extrême concentration. D'abord, regardez dans l'étude du CNC le pourcentage d'inédits par rapport aux rediffusions, et ensuite vous regardez la nature des films qui circulent dans la même année, c'est très bien montré, dans la même année au sein des différentes chaînes. C'est normal. Vous savez, quand vous avez D8, W9, TMC, elles sont toutes les 3 sur le même créneau et sur le même public. Donc elles vont acheter des œuvres qui parlent au public auquel ils souhaitent parler. Lady Panam, D8, avec le grand respect que j'ai pour ces programmateurs, je pense que à titre perso, le programmateur aime beaucoup,
mais sa direction d'antenne va dire t'es gentil, mais ça va pas le faire, ça va être compliqué. Voilà, c'est juste, ils ont un créneau, ils ont un positionnement. Quelque part, tant mieux. Donc, le marché qui s'ouvre, c'était le marché des direct to vidéo, donc directement en vidéo, qui sont ce que j'appelais des films consommables. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais vous les regardez une fois, 2 fois, mais ils resteront pas définitivement dans votre vidéothèque. C'est-à-dire qu'au pire, si vous le cassez ou il tombe, ou il y a du café qui tombe dessus un matin, voilà, moi, mon Tarantino, certains des Tarantino, s'il y a du café qui tombe dessus, l'après-midi même, je cours pour en racheter un autre. Voilà. Bon, donc cela, oui, ce segment-là est condamné. Je pense qu'il faut être assez clair. À côté de ça, vous avez des grands classiques, Les Dents de la Mer, la restauration des Dents de la Mer et la réédition des Dents de la Mer. Le premier jour où il est sorti, j'étais dessus. Voilà, c'est parce que... Alors c'est facile pour ces films-là. Et à côté de ça, vous avez des films beaucoup plus pointus, ils en sont bien l'exemple, voilà, qui ne trouveront pas de toute façon leur public au-delà des chaînes payantes de la télévision. Voilà. C'est aussi simple. Et de temps en temps, vous aurez l'exception qui va être Arte, qui fait un boulot formidable de programmation. Donc à côté de ça, notre vraie difficulté est toujours la même. Où est-ce qu'on expose ces œuvres? C'est un marché d'offres. Lorsque vous avez les magasins indépendants, je suis toujours frappé, on va faire le Parisien, mais d'un Gilbert Joseph. Vous allez chez Gilbert Joseph, vous avez un rayon vidéo en termes de profondeur de catalogue qui est extraordinaire. Et c'est grâce à ces enseignes-là qu'il existe encore un marché. À côté de ça, il y a des boutiques très spécialisées. Voilà. Mais on va être clair, le jour où la FNAC disparaît, là en revanche, le cinéma de répertoire, ça va être très très compliqué son avenir économique. Même si on peut reprocher un certain nombre de choses à la FNAC, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on est arrivé jusqu'au bout. Écoutez, je vous remercie.